Sehr verehrten Damen und Herren, Mesdames, Messieurs, Mesdames et Messieurs, il est un immense honneur et un très grand plaisir pour la Fondation Konrad Adenauer, 3 mois avant le premier tour des élections présidentielles en France, nous sommes ravis d'accueillir le candidat de notre parti partenaire, les Républicains, l'ancien Premier ministre François Fillon, dans notre Académie. Cher François, soyez le bienvenu en Allemagne, à Berlin, à la Fondation Konrad Adenauer. Je souhaite rappeler l'époque où, vous en tant que Premier ministre et moi-même en tant que président du Parlement européen, nous avons travaillé ensemble de 2007 à 2009. Je me souviendrai toute ma vie du 1er juillet 2008, le jour où la France a pris la présidence de l'Union européenne. Nous avons allumé ensemble, avec le président Nicolas Sarkozy et le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, la flamme sur la tombe du soldat inconnu à l'Arc de Triomphe. Ceci a été et restera pour moi un signe du deuil commun de tous les soldats qui ont perdu leur vie lors des guerres européennes, et ceci restera pour moi un signe d'espoir pour une Europe de l'avenir, qui est unie dans la paix, la liberté et le droit. Dans la politique, mesdames et messieurs, rien n'est certain jusqu'au moment où les choses sont certaines. Mais laissez-moi dire, nous espérons et nous souhaitons que nous accueillons aujourd'hui le futur président de la République française, François Fillon. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Mesdames, Messieurs, François Fillons sachorientierte Arbeitsweise la façon pragmatique de travailler de François Fillon et son apparition calme m'ont beaucoup impressionné à l'époque et continuent à le faire aujourd'hui. Et notre coopération a été rendue très agréable grâce à ce calme et ce pragmatisme. Et en novembre dernier, François Fillon a été élu candidat à la présidence, à l'élection présidentielle française. 65% des votants ont voté pour vous pendant le deuxième tour et 44% lors du premier tour. Environ 2,8 millions de Français ont tenu à ce que, dans ce vote ouvert à tous, François Fillon devienne le prochain président de la France. Ça a été une grande surprise pour les analystes, tout comme pour des journalistes, pour tous les observateurs de la politique française. Et dans cette clarté, peut-être aussi une surprise pour François Fillon lui-même et ses compagnons de route. D'accord. On a gagné déjà les élections. Très bien. Unter Ihren Donc, parmi vos concurrents se trouvait, excusez du peu, l'ancien président de la République, M. Nicolas Sarkozy. Alain Juppé, largement reconnu aussi comme candidat, et Bruno Le Maire, qui paraît toujours jeune. Ce dernier vous soutient aujourd'hui en sa qualité de conseiller pour les questions de politique étrangère. Il vous accompagne aujourd'hui à Berlin et je tiens à le saluer très chaleureusement. à la Fondation Konrad Adenauer. Und meine Damen und Herren, soweit Sie Deutsche sind, Et, mesdames, messieurs, spricht so gut Deutsch wie die meisten Bruno Le Maire parle aussi bien l'allemand que la plupart des Allemands.
En outre, je souhaite bien sûr saluer toutes les personnes dans votre délégation et l'ambassadeur de la France, Philippe Etienne, largement reconnu et apprécié aussi. Cher François Fillon, votre programme, vous l'aviez déjà présenté il y a un peu plus d'un an dans votre livre Faire, faire comme le verbe français. Et notre bureau de la Fondation à Paris, qui est aussi aujourd'hui présenté par Nino Galetti, qui dirige ce bureau, donc, a analysé votre livre et en a fait un résumé en langue allemande pour mettre à disposition vos idées et vos réflexions à un public intéressé en Allemagne. Cette analyse, nous l'avons aussi mise à disposition à nos invités, à notre public, à l'entrée de la salle aujourd'hui. Cher François Fillon, nous sommes heureux que vous alliez nous présenter tout à l'heure votre programme. François Fillon a rendu visite aujourd'hui à la chancelière fédérale, Madame Angela Merkel, au ministre des Affaires financières, à la ministre des Affaires fédérales, M. Schäuble et Mme von der Leyen, respectivement. Et vous vous êtes rendu tout à l'heure à l'église du souvenir de Berlin pour commémorer les morts, les victimes de l'attentat terroriste du 19 décembre dernier. C'est un geste de solidarité qui nous touche beaucoup et nous vous souhaitons remercier au nom de nous tous et de manière très, très chaleureuse. Un attentat terroriste à Paris, un autre à Nice, un troisième à Berlin ou ailleurs en Europe. Donc tous ces attentats sont une attaque contre nous tous. Nous devons donc être solidaires et unis pour combattre ce terrorisme islamique. La France et l'Allemagne, tout comme les autres États membres de l'Union européenne, sont unis par un socle de valeurs communes. Nous avons la charte des droits, la charte commune des droits, nous avons le traité de Lisbonne et nous nous sommes obligés à défendre ces valeurs. La charte des droits fondamentaux, moi et les autres présidents de la Commission et du Conseil, nous l'avons signée en 2007 à Strasbourg. C'était le 12 septembre 2007 à Strasbourg. Et c'était de grands Français, mesdames, messieurs, comme Robert Schuman et Jean Monnet, qui, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ont pris l'initiative pour unir l'Europe. Et c'était le président de la République française, Charles de Gaulle, ainsi que celui qui a donné son nom à notre fondation, le chancelier Konrad Adenauer, qui, hier, jour pour jour, il y a 54 ans, ont signé le traité de Rome. Un traité qui a fondé l'étroite collaboration entre la France et l'Allemagne, non seulement au niveau parlementaire et gouvernemental, mais aussi au niveau de la civilisation, de la population. Un des éléments les plus importants et des résultats importants de ce traité, c'est l'OFAGE, l'Office franco-allemand pour la jeunesse, qui a mis en contact à travers les décennies des centaines de milliers de jeunes. La France et l'Allemagne entretiennent plus de 2500 jumelages et les échanges scolaires qui ont lieu tous les ans sont innombrables. Le Land de Saar, gouverné par l'Union chrétienne démocrate, et sa ministre-présidente Annegret Kramp-Karrenbauer poursuit depuis un certain nombre d'années une stratégie appelée Stratégie France. Conformément à cette stratégie, dans le cours d'une génération, l'ensemble des élèves doivent être enseignés en français et en allemand et avoir la possibilité de passer le bac allemand et le bac français en même temps. Et je souhaiterais qu'en France et en Allemagne, beaucoup plus d'élèves encore apprennent la langue de notre pays voisin et ami. Le bilinguisme est donc l'objectif déclaré en Sarre, pour que la prochaine génération de jeunes Sarroises et Sarrois puissent vivre et travailler tant en France qu'en Allemagne. Et un de ceux qui
anticipe cet objectif sarrois du bilinguisme, c'est le chef de la chancellerie fédérale, le ministre fédéral Peter Altmaier. Cher Peter Altmaier, chaque fois qu'il est question des relations franco-allemandes, tu y es, tu es de l'aventure. Sois donc le très chaleureux bienvenu à la Fondation Konrad Adenauer. Ce sera toi qui prononceras le discours de clôture aujourd'hui, en français ou en allemand, on verra. Je l'ignore également, mesdames, messieurs. Demain, la Fondation Konrad Adenauer contribue au succès de la coopération franco-allemande. Et notre réunion d'aujourd'hui, notre conférence d'aujourd'hui en est un exemple. Depuis la fin des années 70, nous sommes représentés à Paris avec un bureau et nous soutenons le dialogue entre les responsables politiques français et allemands. C'est ainsi que le 2 février prochain, nous organiserons une nouvelle édition de notre Club Renan, riche en traditions. Des responsables et experts politiques français et allemands discuteront pendant toute une journée de questions politiques d'actualité. Et, cher François Fillon, je suis très heureux que vous participiez à ce Club Renan le 2 février prochain et que vous allez présenter aussi votre programme dans cette enceinte-là. En outre, le 9 et le 10 février prochain, le premier congrès communal franco-allemand de la Fondation Konrad Adenauer se tiendra à Moulins, dans le centre de la France. Pendant 2 jours, des élus municipaux français et allemands vont discuter des défis communs qui existent des 2 côtés du Rhin. En mars prochain, à l'invitation de la Fondation Konrad Adenauer, de jeunes journalistes français et allemands vont se rendre dans un atelier d'1 semaine sur la couverture médiatique en temps de terrorisme. Et dans ce contexte, je souhaite saluer bien sûr très chaleureusement les représentantes et représentants des médias dans cette salle. Je crois pouvoir dire qu'il n'y en avait jamais eu davantage, enfin depuis que je suis le président de la Fondation. Et cela tient bien sûr aussi à notre invité. Mesdames, Messieurs, vous voyez donc, pour la Fondation Konrad Adenauer, le partenariat et l'amitié avec la France est une base fondamentale de notre travail quotidien. Le monument que vous voyez en face de notre académie avec Charles de Gaulle et Konrad Adenauer nous le rappelle chaque jour. La France et l'Allemagne ont une grande responsabilité pour l'avenir de l'Union européenne et l'Europe tout entière pour nos valeurs communes, la liberté et la paix, la démocratie et le droit. Ces valeurs, nous devons les défendre ensemble en tant qu'Européens, avec audace, détermination et unité. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes aussi heureux, cher François Fillon, que vous soyez aujourd'hui parmi nous dans notre Académie de la Fondation à Berlin et que vous alliez parler à un public allemand très intéressé. Je vous souhaite la bienvenue et je vous invite de prendre la parole. Vielen Dank. Merci beaucoup. Cher Hans-Gert, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, mes chers amis, c'est un honneur et un plaisir pour moi de prendre la parole devant la Fondation Konrad Adenauer, que j'admire et aux travaux de laquelle j'ai participé à de nombreuses reprises depuis maintenant un petit peu plus de 30 ans. Je viens ici comme gaulliste, attaché à cette amitié franco-allemande qui a toujours donné sa force au projet européen. Candidat à l'élection présidentielle, j'entends défendre mes convictions sur la place du continent européen dans le monde. Mon Europe respecte les nations. Mon Europe protège les Européens, leur donne des emplois, défend nos intérêts économiques et contrôle nos frontières.
Mon Europe doit être le foyer de la liberté, de l'innovation, de la culture. Mon Europe est indépendante. Elle est debout face aux menaces qui l'entourent. Pour tout dire, je vois l'Europe comme une civilisation qui doit donc être défendue. Et je tire aujourd'hui le signal d'alarme. L'Europe devrait décupler notre puissance aujourd'hui, elle la réduit. Elle devrait décider, et en réalité, le plus souvent, elle hésite. Elle devrait simplifier, et elle complique. Elle devrait nous rendre fiers, et elle ne nous parle plus au cœur. À force de tergiversation, nous ne savons plus où nous voulons aller, ni ce que nous voulons construire ensemble. Notre faiblesse nous disloque, elle nous attire le mépris des grandes puissances, elle nous discrédite. Ici, à Berlin, j'appelle à un sursaut européen. Nous ne pouvons pas continuer comme avant. Nous devons remettre à plat les compétences européennes et nous interroger sur ce qui est essentiel et sur ce qui est accessoire. Nous devons définir nos priorités, nous devons préciser ce que nous voulons faire, avec qui nous voulons le faire et dans quel cadre. Et pour cela, il y a une condition préalable qui n'est pas suffisante mais qui est nécessaire. Il faut que la France retrouve sa voix et qu'elle retrouve un leadership en Europe. Notre chômage de masse, notre incapacité à réduire notre dette, nos déficits commerciaux ne sont pas seulement des handicaps pour la France, ils sont des handicaps pour la France bien sûr, mais ils réduisent aussi notre poids politique sur la scène européenne et sur la scène internationale. Voilà pourquoi mon projet présidentiel ne recule devant aucune des décisions nécessaires en matière économique. Ces décisions, elles amélioreront la vie quotidienne de mes compatriotes, elles leur redonneront la dignité par le travail, mais elles rétabliront aussi la pleine souveraineté de la France et donc sa capacité à peser sur le futur européen. Il est de bon ton, en France en tout cas, de s'inquiéter de la puissance économique allemande en Europe. La réalité, c'est que cette puissance résulte du travail des Allemands, de l'effort de réforme conduit par les Allemands, mais elle résulte aussi de notre incapacité ces dernières années à prendre les mesures nécessaires nous-mêmes pour nous redresser. En décidant vite et fort les changements nécessaires, nous allons rétablir un équilibre dans la relation franco-allemande. La complémentarité de puissance entre la France et l'Allemagne, c'est la condition de l'efficacité de notre tandem. Sur cette base de pleine égalité, je souhaite construire une Europe nouvelle avec notre partenaire allemand et tous ceux qui croient encore dans le destin du continent européen. Oui, je fais le choix clair du couple franco-allemand, parce qu'il est illusoire de vouloir transformer en profondeur le projet européen sans un lien étroit entre nos deux nations. Nous avons des différences. Le général de Gaulle avait l'habitude de dire « les Allemands sont des Allemands et les Français sont des Français ». Assumons ces différences au lieu de les nier. Nous avons des divergences sur la question des réfugiés ou sur la politique économique. Eh bien, regardons-les en face pour mieux les surmonter. Et surtout, ne cherchons pas des échappatoires illusoires ou alors des alliances de revers qui ne mènent nulle part. Dans la situation actuelle où notre Europe est menacée de disparition sur la scène internationale, la responsabilité conditionne, commande la décision. La France et l'Allemagne doivent trouver rapidement un accord pour renforcer la croissance dans le cadre de la zone euro, pour protéger nos frontières et pour instaurer enfin, après des décennies de renoncement, une véritable puissance européenne. C'est à cette condition seulement que le continent européen pourra défendre sa place entre les États-Unis de M. Trump, la Russie de M. Poutine et la Chine. Nous affirmer ou nous soumettre,
Nous unir ou disparaître, voilà désormais le choix historique devant lequel nous sommes placés. Nous allons bientôt célébrer les 60 ans du traité de Rome. On peut poser la question, où est l'unité de 1957? Où est la force de l'Europe? Les doutes et les divisions ont pris le dessus, les critiques se multiplient sur les institutions européennes, des années pour adopter un registre des passagers aériens alors que la menace terroriste peut nous frapper à tout moment, est-ce que c'est raisonnable? Des années pour constituer un corps de garde-frontières capable de stopper les flux migratoires illégaux, est-ce que c'est acceptable? Indécision et confusion font le jeu des partis extrémistes, qui gagnent du terrain partout en Europe, en France, en Autriche, en Hongrie et même désormais en Allemagne. Résultat, pour la première fois depuis la création du projet européen, un peuple a décidé de quitter le navire. Ce choix souverain doit être respecté, bien sûr, mais il faut quand même mesurer le bouleversement que représente la décision britannique au regard de la construction européenne. Cette construction européenne semblait irréversible, elle est désormais fragile. Il ne s'agit pas de pleurer sur la décision britannique, personnellement je la regrette, mais ce coup dur doit être compris comme une obligation pour l'Union européenne de repartir de l'avant. Dans la négociation qui commence avec la Grande-Bretagne, défendons une ligne claire. On ne peut pas être à la fois dedans et dehors. On ne peut pas avoir accès au marché européen sans respecter les règles qui le fondent. Les 4 libertés du marché intérieur européen ne peuvent pas être remises en cause ou adoptées à la carte. Elles forment un tout et elles doivent être prises comme un bloc. En matière de politique migratoire, nous attendons aussi du gouvernement britannique qu'il prenne toutes ses responsabilités. Nous engagerons avec nos partenaires britanniques une renégociation du traité du Touquet. Je ne vois pas au nom de quoi la France accueillerait et gérerait sur son sol les flux migratoires à destination de la Grande-Bretagne qui demain ne participera plus à notre Union. Le discours de Theresa May mardi dernier montre que le gouvernement britannique est prêt à tirer clairement les conséquences concrètes du référendum, clarifier la situation, lever les ambiguïtés techniques, mais en même temps, je l'affirme devant vous, poursuivre notre coopération avec la Grande-Bretagne sur des sujets vitaux comme les questions de sécurité et les questions de défense. Voilà la ligne que je propose. La question britannique est majeure, mais elle ne doit pas nous détourner de ces défis immédiats. Le premier défi, c'est celui de la crise migratoire. Durant la seule année 2015, c'est plus d'1,3 million de réfugiés qui sont entrés sur le territoire européen, dont la plus grande part ici en Allemagne. Chacun a réagi en ordre dispersé et ces divisions nous ont affaiblis. La France n'est pas un territoire sans limite. Nous comptons 6 millions de chômeurs et près de 9 millions de personnes qui sont considérées comme en dessous du seuil de pauvreté. Ma position est claire, la France ne peut pas accepter plus de réfugiés. Le droit d'asile n'est pas le désordre migratoire, les conditions économiques et sociales nous commandent la fermeté. Nous faisons un choix différent de nos amis allemands sur ce sujet, oui. Mais ça ne doit pas nous empêcher de progresser vers une réforme en profondeur des accords de Schengen et vers une politique commune en matière d'asile. Il faut réformer Schengen. La libre circulation en Europe doit avoir une contrepartie non négociable, des contrôles systématiques aux frontières extérieures, qu'elles soient terrestres, aériennes ou maritimes. Les frontières extérieures de l'Europe doivent devenir de véritables frontières, c'est-à-dire des frontières où les contrôles des voyageurs, notamment non européens, seront systématiques. Voilà, s'il faut attendre 2 heures pour entrer en Europe, eh bien on attendra 2 heures comme on attend 2 heures pour passer les contrôles dans n'importe quel aéroport américain. Tant que les frontières de l'Europe ne seront pas protégées par nos partenaires, et dans le contexte de guerre contre le totalitarisme islamique, la France rétablira de vrais contrôles à ses frontières. Le corps de garde-frontières européen représente une première avancée. Il doit se déployer rapidement, si nécessaire sur la base de coopération renforcée,
Je ne vois aucun autre moyen pour éviter à Malte, à la Grèce ou à l'Italie d'être submergés par l'arrivée de clandestins. Ensuite, il faut harmoniser nos règles d'accueil et créer un droit d'asile européen. Avec un objectif, mettre fin aux abus de la politique d'asile. Les demandes d'asile ont explosé depuis 2012. Les crises du Proche-Orient n'expliquent pas cette augmentation massive puisque 70% des demandes sont en réalité rejetées. Ce qui est en cause, c'est la multiplication des détournements de procédures nourris par les filières et par les passeurs. Ces passeurs de rêves sont en réalité des passeurs de mort que nous devons traquer et que nous devons neutraliser. Pour la France, j'ai fixé mes objectifs. Demain, les demandes d'asile devront être faites à l'étranger, dans les consulats des pays européens. La durée d'instruction des demandes sera réduite à 120 jours. Les demandeurs d'asile dont la demande aura été définitivement rejetée devront impérativement être éloignés du territoire européen. Je veux que la coopération des pays d'origine et des pays de transit à notre politique d'immigration soit une condition de l'aide au développement que nous leur versons et du nombre de visas que nous délivrons à leurs ressortissants. Il est temps d'assurer une réciprocité dans l'aide au développement. La période où la question de l'immigration était passée sous silence dans toutes les discussions entre l'Union européenne et ses partenaires en développement doit être révolue. On a besoin d'accords de réadmission qui fonctionnent réellement. Vous le savez bien, en 30 ans, la population de l'Afrique va plus que doubler. Il faut donc définir des nouveaux partenariats avec des financements ciblés dans des domaines clés, l'accès à l'énergie, la formation de la main-d'œuvre africaine, le numérique. Et je veux dire de ce point de vue-là, et je le lui ai dit ce matin, que je soutiens totalement la proposition de la chancelière Angela Merkel de faire du développement en Afrique une priorité de la présidence allemande du G20. Je souhaite que cet enjeu majeur fasse l'objet de propositions conjointes entre la France et l'Allemagne. Pour protéger efficacement nos frontières, encore faut-il que nous soyons capables de les définir. Je propose, et c'est une position, je crois, largement partagée en France, qu'on en finisse avec les élargissements permanents. Cette fuite en avant géographique inquiète aujourd'hui les peuples européens. Nous vivons avec la Turquie dans un déni collectif qui dure depuis plus de 50 ans. Laisser prospérer cette idée que la Turquie finira au bout du compte par adhérer à l'Union européenne est une manière, de mon point de vue, de la tromper et de ne pas la respecter. La place de la Turquie n'est pas dans l'Union européenne. Ma position sur ce sujet n'a pas varié et elle ne variera pas. La Turquie, c'est un État stratégique pour les Européens. Notre partenariat économique, comme nos intérêts de sécurité, exigent que nous développions avec la Turquie une relation étroite, mais plus nous avancerons dans la clarté, plus notre relation sera forte. Il faut donc jeter les bases d'une nouvelle relation fondée sur des objectifs partagés, la coopération contre le terrorisme, l'union douanière, des grands projets dans le domaine de l'énergie et des transports. Avec l'Ukraine, second sujet, puisqu'on parle de nos frontières, je considère que l'Union européenne a fait preuve à la fois de précipitation et de légèreté. Avec la signature d'un accord d'association en 2014, avec nos promesses inconsidérées sur une perspective d'adhésion, avec les sous-entendus irresponsables de certains sur l'extension de l'OTAN, nous avons suscité de faux espoirs. Il faut avoir le courage de le reconnaître. Il est urgent que l'Europe retrouve ses frontières. Le troisième défi, c'est la défense des intérêts économiques européens. Dans un monde où chaque puissance se défend bec et ongle, il est temps que les États européens sortent de leur torpeur pour se protéger et pour faire valoir leurs droits. Il ne s'agit pas de se barricader. Il ne s'agit pas de céder non plus à un libre-échange sauvage, sans règles et sans contrôle. Le commerce international doit inventer de nouvelles règles fondées sur un principe de stricte réciprocité. Et nous, Européens, nous devons être en pointe sur ce sujet, notamment dans le cadre du G20. Il y a une grande bataille qui se prépare sous nos yeux, auquel il faudrait mieux qu'on n'assiste pas en spectateur, entre les États-Unis de M. Trump et la Chine de M. Xi Jinping. Ce sont nos entreprises, ce sont nos PME,
Ce sont nos emplois qui sont en jeu, c'est aussi notre agriculture et notre alimentation. Pas de concessions dans les négociations commerciales. Nous devons refuser des accords de libre-échange quand ils ne sont pas équilibrés et quand ils ne sont pas dans l'intérêt de nos économies. De ce point de vue-là, le projet de traité commercial avec les États-Unis est déséquilibré. Sa signature menacerait nos intérêts agricoles et notre modèle de développement. S'agissant du traité commercial avec le Canada, des clauses de sauvegarde ont été prévues, notamment pour les produits sensibles. Eh bien, nous devrons, si c'est nécessaire, les activer. À l'égard des multinationales étrangères qui opèrent sur notre marché, nous devrions faire preuve de la même rigueur que celle que les Américains pratiquent à notre égard. Une banque française a été, il y a quelques années, condamnée à une amende de 9 milliards de dollars pour avoir méconnu la législation américaine. J'ai compris qu'une banque allemande était sous le coup de la même accusation. Des centaines d'entreprises européennes sont en permanence sous la menace de sanctions américaines totalement injustifiées au regard du droit international et des règles européennes. Pourquoi nous, Européens, ne faisons pas preuve de la même fermeté lorsqu'une grande entreprise américaine opère sur notre marché intérieur sans en respecter les règles? Je pense que cette passivité européenne n'est plus acceptable et qu'elle doit cesser. Nous devons nous doter des outils nécessaires pour faire respecter nos procédures, nos règles, nos exigences, nos lois fiscales par toutes les multinationales du monde qui veulent opérer sur notre marché intérieur. Même chose pour la reconnaissance à la Chine du statut d'économie de marché. Je ne suis pas favorable à ce que nous accordions ce statut sans une évolution en profondeur des règles de concurrence, de commerce et des règles environnementales sur le marché chinois. Enfin, en matière de marché public, nous devons exiger de nos partenaires une stricte réciprocité. Il n'est pas acceptable que l'Europe ouvre ses marchés publics à 95% aux entreprises étrangères, alors que c'est le cas seulement de 30% aux États-Unis. Et ça, c'était avant M. Trump. Dans nos propres appels d'offres, nous devons mettre en place de nouvelles dispositions pour privilégier nos entreprises, nos PME et par conséquent nos emplois. Mesdames et Messieurs, le commerce est le nouveau champ de bataille de la mondialisation. Nous devons combattre à armes égales. Liberté des échanges, oui, mais la liberté des échanges ne doit pas signifier l'abandon de tous nos intérêts économiques. La liberté des échanges doit rimer avec la réciprocité des règles, avec la préférence communautaire pour nos entreprises et avec le refus de tout contournement fiscal. Comment nous défendre et comment être plus forts, en particulier dans cette bataille commerciale qui s'engage? Ma conviction, c'est que c'est par le renforcement de la zone euro que nous pourrons y parvenir. Les États membres de la zone euro ont fait le choix de l'union monétaire en créant une nouvelle devise dont la stabilité nous protège. Son poids nous garantit des taux d'intérêt particulièrement avantageux, mais en même temps, vous le voyez bien, on est au milieu du gué et on ne peut pas y rester. Nous devons avoir le courage de réformer la gouvernance de la zone euro pour en faire un véritable instrument de puissance européenne. Dans 10 ans, nous devrions avoir fait de notre monnaie commune une vraie monnaie internationale, une monnaie de réserve et de règlement, comme c'est le cas de la monnaie américaine. Je me souviens d'ailleurs, puisque je n'étais pas favorable à l'origine à la création de la monnaie européenne, que parmi les arguments qui étaient mis en avant pour la défendre, il y avait cet objectif de faire de l'euro l'équivalent du dollar et de nous assurer notre autonomie monétaire. Eh bien, euro et dollar doivent demain, même si c'est du long terme, avoir la même crédibilité sur la scène financière internationale. Pour y parvenir, il faut évidemment, on n'y parviendra pas par des décrets, par des lois, par des textes, par de l'organisation. La seule manière d'y parvenir, c'est d'obtenir la confiance des investisseurs. Comment le faire si nous ne distinguons pas l'Europe des 19 pays partageant la monnaie unique de celle des 27 ou des 28? Renforcer l'intégration économique de l'Europe des 19 sera donc ma priorité. Je propose que les États membres de la zone euro se fixent un agenda d'harmonisation de leur fiscalité.
Le calendrier pourrait être 5 ans pour la fiscalité des entreprises, qui devrait être notre priorité en matière de compétitivité. Et je veux tout de suite rassurer nos amis allemands. Il ne s'agit pas d'une astuce pour faire monter la fiscalité allemande au niveau de la fiscalité française. Il s'agit d'abord de baisser la fiscalité française et ensuite d'harmoniser nos conditions fiscales dans la zone euro. Et 10 ans pour rapprocher celle des ménages. Un secrétaire général de la zone euro pourrait veiller à la mise en œuvre des décisions des chefs d'État et de gouvernement pour atteindre cet objectif. Et sans attendre, la France et l'Allemagne pourraient créer le mouvement. Il s'agit de construire un espace cohérent pour faire de l'euro une arme contre l'inflation, mais aussi pour la croissance et pour l'emploi. Aux côtés de la Banque centrale européenne, dont l'indépendance doit être absolument préservée, il faudra donner une visibilité au pilotage politique de la zone euro. Et moi, je propose que cette visibilité soit simplement le fait de la réunion régulière des chefs d'État et de gouvernement avec leurs ministres des Finances, et je souhaite que les parlements nationaux soient associés à la mise en œuvre de cette stratégie. Nous devrons enfin nous doter d'un véritable fonds monétaire européen, ayant vocation à s'assurer de la mise en œuvre rigoureuse de la politique des États concernés et assurant à l'Europe son autonomie face au Fonds monétaire international. En Europe, la lutte contre le dumping social doit aussi devenir un objectif partagé. Il ne faut pas s'écarter d'un principe fondamental. À l'intérieur de chaque État membre, pour un travail égal, le salaire doit être égal et les cotisations sociales aussi. Si je suis élu, je demanderai la renégociation de fond en comble de la directive sur les travailleurs détachés pour faire respecter ce principe. Et je le dis, si la négociation n'aboutit pas, moi je suspendrai son application sur le territoire national parce que cette directive est en train de créer des ravages dans les économies européennes. Où sont les bénéfices pour nos travailleurs? La directive sur les travailleurs détachés a progressivement installé un véritable dumping social à l'intérieur même de chacune de nos nations. Dans le domaine des transports ou encore de la construction, des dizaines de milliers d'emplois sont concurrencés de façon totalement inéquitable. Il nous faut procéder par étapes, renforcer la zone euro, réformer Schengen pour avoir des frontières sûres, mettre en œuvre une défense européenne, avant de nous pencher sur la réforme des institutions, notamment pour mettre définitivement un terme à l'inflation normative européenne. Mesdames et messieurs, pendant des décennies, nous avons vécu dans une illusion, l'illusion de la paix perpétuelle. Malheureusement, la réalité est cruelle, la violence est de retour, et cette violence, elle tue à Berlin, à Paris, à Nice et ailleurs. Elle prend des formes nouvelles et insidieuses avec la cybercriminalité. Elle déstabilise des régions entières qui sont à quelques centaines de kilomètres des côtes européennes. Face à cette menace, nous avons longtemps pensé que la solidarité avec notre allié américain était suffisante. Des choix militaires de Barack Obama aux dernières déclarations de Donald Trump, nous devrions pourtant comprendre que le mouvement de fond est au retrait de la puissance militaire américaine qui estime avoir beaucoup fait par le passé et qui considère que les Européens doivent désormais assumer une part plus importante de leur sécurité. Alors qu'est-ce que nous voulons? Est-ce que nous voulons que l'avenir du monde ne se joue qu'entre les États-Unis, la Chine et la Russie? Est-ce qu'on veut continuer à payer sans rien décider, comme ça risque d'être le cas en Syrie? Est-ce qu'on veut continuer à être les invités perpétuels des conférences de donateurs, tout en étant exclus des enceintes où se prennent les vraies décisions? La France, puissance nucléaire militaire, membre permanent du Conseil de sécurité, ne peut plus accepter une Europe couchée. Les États européens ne peuvent plus rester spectateurs des crises qui se jouent à leurs portes. Il est temps que le continent européen se dote de la force militaire et des capacités stratégiques qui lui font défaut depuis les origines. Alors comment? Eh bien d'abord en premier lieu en augmentant les budgets de la défense. C'est mon objectif pour le budget des armées françaises et c'est aussi celui d'Angela Merkel et de sa ministre de la Défense, Ursula von der Leyen, que je viens de rencontrer. Ces moyens supplémentaires doivent nous permettre de constituer une vraie capacité européenne autonome. Il ne s'agit pas d'agir contre l'Alliance atlantique et l'OTAN.
Il s'agit de progresser vraiment dans la construction d'une alliance de sécurité européenne. Cette défense devrait impliquer des choix communs pour notre industrie de défense, qui ne sera solide que si tous jouent le jeu et si tout le monde respecte les règles de la solidarité européenne en matière de développement de programmes militaires, mais aussi d'achat d'équipements. Bon, vous le savez, nous en sommes très loin, et certains pays acquièrent des matériels américains alors même que des équipements similaires sont produits sur le continent européen et sont disponibles. C'est incompréhensible pour nos concitoyens. Et en matière de sécurité, je voudrais dire que la préférence européenne n'est pas un gros mot. Mais cette défense européenne ne se construira pas seulement par des états-majors et des équipements. Elle suppose que chaque nation européenne accepte de déployer ses soldats pour la défense de nos intérêts de sécurité les plus vitaux. J'ai eu l'occasion, il y a quelques jours, de me rendre en décembre au Mali et au Niger, et je suis fier de ce que nos armées font là-bas. À travers l'opération Barkhane, la France assume la sécurisation du Sahel, essentielle pour réduire le risque terroriste. Nous le faisons au bénéfice de tous les Européens, mais nous ne pouvons pas le faire seuls et nous ne pouvons pas le faire dans la durée. Notre politique européenne doit tenir compte de toutes les menaces. Et elle ne doit pas négliger la déstabilisation que représente la cybercriminalité. Dans ce domaine, nous devons mieux nous protéger. Une coopération accrue est nécessaire, mais je voudrais qu'on aille plus loin et qu'on se donne les moyens de riposter, pas seulement de se défendre, quand cela est nécessaire. D'ailleurs, d'une manière plus générale, la souveraineté numérique européenne représente un défi majeur. Et je pense que la France et l'Allemagne pourraient en faire un chantier prioritaire pour les 5 prochaines années. Nous savons qu'il ne sert à rien de légiférer au niveau national pour lutter contre une hégémonie grandissante de plateformes numériques mondiales puissantes. On ne fait que ralentir le développement de notre économie. Il faudrait au contraire être plus fort et plus ambitieux ensemble, faire émerger une Europe du numérique, où les règles du jeu concurrentiel seraient équitables, où nos start-up auraient les moyens de grandir pour devenir de futurs géants de l'Internet dans tous les domaines où les places ne sont pas encore prises, et où notre riposte aux attaques numériques serait à la fois proportionnée et efficace. Une défense européenne donc, mais pour quelle stratégie et contre quelle menace? Je pense qu'aujourd'hui, les perceptions restent trop éloignées entre les États membres. Et il faut donc que nous travaillions ensemble à nous doter d'une vision stratégique commune qui, de mon point de vue, fait défaut au continent européen. De ce point de vue, notre relation avec la Russie est une question décisive. Aujourd'hui, c'est à nouveau la guerre froide, alors même que notre priorité, c'est de battre le totalitarisme islamique. Tout le monde a une part de responsabilité dans cette situation et évidemment, la plus grande part de responsabilité revient au Kremlin. Mais l'Europe et les États-Unis ont manqué de discernement. Plus on isole la Russie, plus elle use de sa puissance de façon unilatérale et plus elle bascule vers l'Asie. Je vous dis mes convictions, la Russie a selon moi vocation à être un partenaire majeur des nations européennes. Nous avons besoin de renforcer notre coopération pour faire face à la menace terroriste. Il est de notre intérêt réciproque de développer nos échanges commerciaux. Est-ce que ça veut dire qu'on doit faire preuve de faiblesse avec nos interlocuteurs russes? Certainement pas. Parce que nous avons des intérêts à défendre et il faut les défendre. Et pour ma part, je veux avec Moscou une relation franche, respectueuse, mais ferme. Mais surtout, je veux qu'on sorte du face-à-face dans lequel nous sommes enfermés pour le moment et qui ne profite à personne. Entre la Russie et l'Europe, notre seule perspective ne peut pas être, à long terme, une confrontation larvée sous un régime de menaces et de sanctions. Alors essayons de progresser par étapes. La première de ces étapes, c'est la résolution du problème ukrainien et la mise en œuvre des accords de Minsk. La mise en œuvre de ces accords suppose des efforts de toutes les parties prenantes, je dis bien de toutes les parties prenantes, et des avancées concrètes qui permettraient alors d'engager une levée des sanctions contre la Russie. La deuxième pourrait être le lancement de discussions à haut niveau sur les menaces et sur la perception de notre environnement de sécurité en Europe comme en Russie. Et elle pourrait conduire à une modernisation
de l'architecture de sécurité européenne qui date et qui ne correspond plus aux défis actuels. Enfin, la troisième pourrait être le développement de nos échanges dans un marché plus ouvert. Je pense qu'entre l'Europe et la Russie, même si c'est difficile, on doit rétablir la confiance, retrouver le chemin du dialogue et construire une relation forte. En tout cas, ce sera mon ambition. Mais le continent européen ne peut pas non plus se limiter à un marché ou à un espace de sécurité. Le continent européen doit s'affirmer comme une référence de modernité et surtout il doit, et c'était le début de mon propos au fond, incarner une civilisation singulière. Nous en avons les atouts scientifiques et humains, alors que nous célébrons cette année avec le 30e anniversaire du programme Erasmus, une des plus belles de nos réalisations communes. Eh bien, il faut faire mieux. Il faut mettre en réseau nos pôles de compétitivité, nos programmes de recherche, nos universités, pour faire contrepoids aux investissements massifs qui bénéficient aux secteurs stratégiques aux États-Unis et en Chine. Faisons donc de notre génération celle qui bâtira les Airbus de l'avenir, dans le secteur du numérique ou dans le secteur des nouvelles technologies. Je sais qu'il y a toujours un peu de scepticisme en Allemagne quand on propose des projets qui donnent le sentiment d'être un peu pilotés de manière publique, mais si je peux me permettre de raconter un souvenir personnel, j'étais le tout jeune collaborateur du ministre des Transports il y a très longtemps, je pense que c'était en 1978, et je me souviens d'avoir participé à ses côtés à une réunion à Bad Godesberg, où notre objectif était de convaincre l'Allemagne de ne pas abandonner Airbus, que le gouvernement allemand de l'époque considérait comme une folie financière qui ne déboucherait jamais sur un programme commercial efficace. Voilà. Alors la France s'est souvent trompée en matière de choix publics, mais enfin là, en l'occurrence, c'est plutôt nous qui avions raison. Une fois. Oui, mais quelle fois? Je pense aussi que la construction d'une nouvelle politique énergétique est une nécessité vitale. En 2020, notre continent sera dépendant à 75% de l'extérieur. Pour les énergies renouvelables comme le photovoltaïque, on n'a pas encore réussi à construire une industrie capable de contrer la concurrence asiatique. Il faut donc bâtir une stratégie commune, en respectant les choix de chacune des nations, mais en les respectant tous. Et vous savez que pour nous, ça veut dire une énergie nucléaire modernisée, alliée au développement des énergies alternatives. Nous devons également tout faire pour que le projet spatial européen soit maintenu et soit amplifié. Enfin, au cœur de l'ambition européenne, je veux nous voir réaffirmer notre culture et nos valeurs. Et ici, à Berlin, je fais une proposition, celle d'une initiative franco-allemande visant à créer à Strasbourg un musée de la civilisation européenne. C'est un projet politique qui, à mes yeux, serait porté au plus haut niveau en France et en Allemagne. Un projet qui aurait vocation à enclencher une dynamique autour de l'Europe de la culture. Ce musée fonctionnerait sur les bases d'une fondation franco-allemande, associant des partenaires publics et privés et les grands musées européens. Il fonctionnerait sur la base de prêts avec des collections tournantes. Il s'agirait de construire un lieu qui rassemble des œuvres d'art témoignant de la richesse de l'histoire de l'art en Europe et de la force de ses artistes. Ce lieu serait une vitrine des chefs-d'œuvre européens. Et puis il y a dans la civilisation européenne un répertoire de valeurs qui, dans le monde, signe notre singularité. L'humanisme, la tolérance, la liberté de conscience, la solidarité, l'individu pris comme référence de toute justice, l'état de droit comme seul fondement légitime du pouvoir, le respect enfin du droit international et de la souveraineté des États. Contre la tentation de la force pour la force et du renversement des régimes, assumons que la force ne peut être que ce dernier recours au service de vraies ambitions politiques. Contre la gestion imprévisible des conflits, portons une ambition de développement de long terme des zones les plus instables de la planète. Mesdames et messieurs, nous sommes le continent le plus riche au monde. Ce continent a une âme, puisque dans chacune de nos capitales, nous ressentons nos héritages entremêlés. Alors ne tournons pas le dos à notre histoire, ne cassons pas notre unité. Le choix de l'Europe est né sous les décombres des deux grandes guerres.
Nous avons marché la main dans la main, déposé des gerbes, multiplié les accolades. L'Europe a réussi à réconcilier les morts. Elle a réussi à se construire au jour le jour. Mais maintenant, c'est une autre histoire qui commence. Il faut réconcilier l'Europe, non plus avec son passé, mais avec l'avenir. Le départ des Anglais confère à la France une nouvelle responsabilité. Jusqu'à maintenant, nous étions parmi les 3 grandes nations de l'Union européenne. Dorénavant, la France est avec l'Allemagne l'autre puissance européenne. De notre courage, de notre rayonnement, de notre amitié, dépendent le sort de notre continent. Je sais les défauts de la mécanique européenne, je sais ses lacunes, je sais ses failles, mais nous sommes tous comptables de l'avenir de l'Europe. Et nous sommes tous, à notre place, responsables de cet avenir. Au lieu de nous demander ce que l'Europe peut faire pour chacun de nous, il faut qu'on se demande ce qu'on peut faire pour elle. L'Europe a besoin d'un nouvel élan. Je suis convaincu qu'elle y parviendra si elle trouve l'audace de se réinventer et si nous sommes capables de céder aux facilités de l'immobilisme et au poison de la démagogie. C'est vrai que les faux prophètes en Europe ne manquent pas. Dans chacun de nos pays, on voit la peur et le repli qui gagnent du terrain, qui gagnent des esprits. Eh bien, il ne faut pas céder. Il ne faut pas céder, mais surtout, il faut convaincre. Le salut de l'Europe est dans la lucidité, il est dans la solidarité dans l'action, et le salut de l'Europe, il est évidemment dans une solide amitié franco-allemande. Je vous remercie. Bonsoir, Monsieur le Président, cher François Fillon, chers collègues français, cher Bruno Le Maire, cher l'ambassadeur Philippe Etienne, lieber Hans-Gert Pöttering, Mesdames et Messieurs, chers amis. Tout d'abord, dans ma capacité officielle de ministre au gouvernement, je voudrais vous faire parvenir les meilleurs vœux et regards de la part de la chancelière. Angela Merkel et François Fillon ont eu un déjeuner ensemble à midi et il est très important que nous profitons de votre présence ici à Berlin pour débattre, pour parler, pour discuter des défis auxquels nous sommes confrontés ensemble. Donc, merci de ce discours brillant, merci de ce discours clair. Merci d'avoir parlé à nous, merci d'avoir expliqué à nous vos idées sur la France, sur l'Europe et sur la politique au plan mondial. Il est absolument important et essentiel que vous avez souligné l'importance de l'intégration européenne et que vous avez en même temps souligné l'importance du franco-allemand. L'importance de l'intégration européenne. L'intégration européenne que nous avons aujourd'hui n'existerait pas sans le franco-allemand. Et si nous regardons un peu dans l'histoire, à l'époque de Bismarck, à l'époque de Thiers, à l'époque de Napoléon III, c'était une situation où les dirigeants politiques en Europe ont tous parlé le français comme la langue maternelle. Ils ont eu des idées brillantes sur l'Allemagne, sur la France, sur l'Angleterre, mais ils n'ont malheureusement pas eu l'idée de l'Europe. Et à cause de ça, nous avons eu la Première Guerre mondiale et nous avons détruit littéralement le bonheur, le bien-être et la vie des milliers de personnes qui n'ont jamais eu la chance de vivre leur vie comme nous l'avons eu depuis 60 ans. Et c'est donc absolument important de se rassurer du rôle
et des tâches de l'Europe. Et nous partageons votre vue explicitement que l'Europe doit bien tenir ses promesses. L'Europe doit bien tenir ses promesses, ce sont les promesses de la sécurité, ce sont les promesses de la prospérité et ce sont les promesses de la solidarité. La promesse de la sécurité, il est vrai, nous avons vécu une crise des réfugiés sans précédent. L'Europe n'était pas tellement préparée à cela. Nous avons donné des réponses pas tout à fait congruentes les uns et les autres. Mais nous avons surmonté cette crise. Nous avons organisé ensemble un système de la lutte contre les root causes, les causes d'immigration. Nous avons amélioré la protection des frontières extérieures de l'Union européenne. Et si je partage 99% de votre discours, je ne suis pas du tout d'accord quand vous disiez nous avons un choix différent sur cette crise. Non, nous partageons en ce qui concerne la crise des réfugiés, les républicains, vos positions que vous avez exprimées, la politique qui est suivie par le gouvernement français, nous partageons 99% en ce qui concerne les actions concrètes. Nous avons peut-être une légère différence en ce qui concerne les limites d'immigration, mais c'est une divergence que nous avons depuis des mois avec la CSU en Bavière et je peux vous rassurer, c'est pas si grave. Hein. On peut bien vivre avec cela et mettre en œuvre une politique qui est absolument nécessaire en Europe. Vous avez souligné l'importance du franco-allemand et nous savons tous ici dans la salle que vous, en tant que Premier ministre de la France, pendant plusieurs années, vous avez toujours défendu le franco-allemand. Nous sommes rassurés de votre dévouement au franco-allemand et qu'il faut, de temps en temps, une nouvelle initiative, un nouvel élan pour préserver ce qui a été achevé par Charles de Gaulle, Konrad Adenauer et leurs successeurs pendant des dizaines d'années. Le franco-allemand, ce n'est pas du tout facile. Je me rappelle un jour quand j'étais ministre du Milieu et j'ai eu une réunion avec ma collègue Delphine Bateau ici à Berlin et le soir, j'avais organisé une soirée chez moi pour parler des nouvelles énergies renouvelables. Monsieur Bitalich, il était là. Et c'était donc après quelques minutes que les Allemands ont attaqué les Français parce que la politique du président Hollande n'était pas partagée par tout le monde. Et les Français ont attaqué les Allemands à cause de l'austérité qui n'était pas si populaire en France. Et il fallait leur rappeler que, comme le Charles de Gaulle le disait, les Français sont les Français, les Allemands sont les Allemands. Nous avons besoin de cette coopération du franco-allemand parce que nous ne partageons pas automatiquement les mêmes idées et les mêmes convictions. Mais, et ça c'est la chose qui compte finalement, nous partageons les mêmes valeurs. Nous partageons les mêmes convictions de base sur le rôle de l'Europe, sur le rôle de nos deux pays. Et nous sommes, je répète, rassurés que vous partagez ces idées. Angela Merkel, elle partage ces idées. Et donc, je suis sûr et certain que nous avons une base assez large pour continuer, pour donner un nouvel élan au franco-allemand. C'est d'ailleurs un peu différent. Quand on parle en Allemagne du franco-allemand, on parle du moteur franco-allemand qui de temps en temps est en panne. Et évidemment, les ingénieurs allemands, avec la production des automobiles importants, on pense toujours au moteur. Par contre,
quand on discute ça à Paris, nos collègues français parlent toujours du couple franco-allemand. C'est cette relation, parfois un peu difficile, mais toujours, et pas toujours agréable, mais nécessaire, rappelle nos amis français la vie privée, et ça je trouve assez sympa. Il faut s'apprendre à connaître, il faut s'apprendre à comprendre. Parfois, il faut trouver des compromis, comme nous l'avons d'ailleurs trouvé à l'époque à Deauville pour préserver l'euro. Vous étiez le Premier ministre et j'ai entendu vos propositions en ce qui concerne l'harmonisation de la fiscalité tout à l'heure, qui a été déjà faite à Deauville, mais malheureusement jamais réalisée. Monsieur le Président, je parle maintenant dans ma capacité de membre du comité directeur de la CDU, dans ma capacité de démocrate chrétien et membre du comité directeur de la Fondation Konrad Adenauer, pas donc dans ma capacité officielle de ministre, parce que la Cour constitutionnelle insiste à la neutralité du gouvernement dans les affaires partis politiques, mais dans ma capacité personnelle, dans ma capacité de démocrate chrétien, je vous souhaite, à vous-même, à vous partisans, le meilleur. Je vous souhaite un débat politique en France qui fascine les électeurs. Un débat politique en France où vos idées sont discutées et approuvées par la majorité du peuple français. Nous nous souhaitons une France forte, une France sûre d'elle. Et quand on parle de la relation future entre l'Europe et les États-Unis, dont nous ne connaissons pas encore les idées et les initiatives de la nouvelle administration tout à fait, il est clair, il est absolument clair que M. Trump et ses collaborateurs vont apprécier une Europe forte, une Europe sûre d'elle, beaucoup plus qu'une Europe faible ou divisée. C'est donc le défi pour nous tous, c'est le défi pour la France, le défi pour l'Allemagne. Et Hans-Gert Pöttering a dit, on a accueilli peut-être le futur président de la République. Cet endroit ici à Berlin est peut-être le seul d'une fondation politique où on parlera un jour du lieu où 3 présidents ont eu une rencontre, le président de Gaulle et le président Adenauer, qui se trouvent dans le petit monument devant la maison, et le futur président François Fillon. Je vous souhaite succès et nous sommes, et je parle au nom de Hans-Gert Pöttering, nous sommes optimistes de vous revoir un jour, cette année, ici à Berlin, en tant que président de la France et bon ami de l'Europe et de l'Allemagne. Merci beaucoup. Et le dernier mot en allemand, es gibt noch einen Empfang. Il y a donc encore une réception à l'entrée et vous êtes bien sûr tous invités à un verre de vin.